Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'attarder aux questions à réponses construites. Ce sont essentiellement des questions que vous allez poser régulièrement à vos élèves où ces derniers devront, comme le nom l'indique, non pas juste sélectionner une réponse comme des questions à choix multiples, mais vont devoir produire une tâche, faire quelque chose que vous allez devoir ensuite apprécier. Alors, l'objectif, c'est apprendre à construire et à corriger des questions à réponses construites. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le cadre de cette petite vidéo qui sera relativement courte. Les recommandations que je vais vous présenter sont tirées du texte qui devait être lu pour cette semaine. Donc, je vais une synthèse, en fait, de ce texte-là. La première recommandation, c'est de baliser la réponse attendue. Donc, évidemment, la tâche qui est demandée aux élèves, elle peut prendre différentes formes. Ça dépend de ce que vous allez leur demander de faire. Ça peut être une production écrite, ça peut être une résolution de problèmes en thématique, ça peut être une résolution de problèmes aussi en histoire. Donc, ça dépend beaucoup de ce que vous allez leur faire faire. Et évidemment, il faut idéalement être en mesure de baliser la réponse qui va être attendue. Ce que ça veut dire, c'est d'indiquer le nombre de mots, le nombre de pages que ça va nécessiter pour répondre, pour avoir une réponse adéquate. Ça peut être le temps de réponse aussi, le temps qui devrait être consenti à répondre à cette question-là, ou bien des éléments associés à la pondération. Parce qu'évidemment qu'une question qui compte pour 10 points, par exemple, sur 100, ou une question qui compte pour 2 points sur 100, évidemment, les élèves ne vont pas y accorder la même importance, ne vont pas y accorder nécessairement le même temps. Donc, c'est important pour eux de savoir c'est quoi la pondération qui est associée à chacune de ces questions-là. Deuxième recommandation, définir clairement les attentes. Donc, évidemment, dans une question à réponse construite, comme je le disais tantôt, l'élève doit faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire, l'élève? C'est quoi qui est attendu? Comment cette tâche-là va se réaliser? Ça va être quoi les critères de réussite? Voilà des questions auxquelles vous devriez penser quand vous construisez votre question. Sont tous des éléments qui doivent être pris en considération. Donc, à quoi vous attendez-vous? Parce que si ce n'est pas clair dans votre tête, il y a des fortes chances que ce ne sera pas clair dans la tête de l'élève non plus. Donc, c'est important que vous sachiez, vous ayez une très bonne idée, en fait, de ce que vous attendez en termes de réponse idéalisée, disons, de votre part. La troisième recommandation, c'est de s'assurer que la question soit associée à des apprentissages vraiment importants. L'idée derrière cette recommandation-là, c'est que à l'intérieur d'une épreuve ou d'un examen, par exemple, bien, il va y avoir un temps limite à cet examen-là, 1 heure et quart, ou selon la grille horaire dans laquelle vous allez œuvrer. Donc, il va falloir faire des choix parce que vous ne pourrez pas poser toutes les questions que vous voulez. Donc, il faudra échantillonner les questions et, entre autres, des questions à réponse construite. Donc, ça va être important de s'assurer qu'il y ait un lien très important avec le tableau de spécification. Donc, dans votre tableau de spécification, je vous rappelle, c'est votre tableau à double entrée. Vous allez avoir les apprentissages que vous voulez évaluer et les questions d'examen qui leur sont associées. Donc, une vidéo qui traite uniquement du tableau de spécification. Donc, vous pouvez vous référer si vous avez des doutes par rapport à ce concept-là. Donc, c'est toute la question du lien avec le programme d'études, de l'alignement pédagogique, donc de s'assurer que ce qu'il y a dans les programmes d'études a bien et bien été enseigné et ce qui est évalué est en lien avec l'enseignement et donc, par conséquent, avec le programme d'études. Donc, c'est important qu'on s'assure, en fait, que le temps qui va être consenti par les élèves à répondre à des questions à réponse construite, que ce soit du temps bien exploité, que ce soit vraiment des apprentissages vraiment importants, pas des détails que vous avez enseignés, mais bien des concepts ou des techniques ou des apprentissages qui sont vraiment les plus importants. La quatrième recommandation, bien, elle est assez évidente, hein, c'est de déterminer le nombre de questions, dont j'en parlais précédemment, mais il faut faire des choix, donc vous ne pourrez pas poser toutes les questions que vous voulez. Il faut évidemment que vous sélectionniez des questions qui vous apparaissent être les plus pertinentes. Évidemment que plus il y aura de questions, plus ça va nécessiter du temps. Donc, vous allez devoir faire des choix. Si vous avez déjà des questions à choix multiples, par exemple, qui sont incluses dans votre examen, à ce moment-là, il faudra peut-être réduire le nombre de questions à choix multiples pour permettre aux élèves d'avoir le temps nécessaire pour répondre aux questions à réponse construite. Donc, il ne faut pas oublier que la rédaction des réponses exige plus de temps que la sélection
des réponses, donc les questions à choix multiples. Donc, c'est à prendre en considération. Dans tous les cas, il vaut mieux surestimer le temps de réponse que de le sous-estimer. Si vous sous-estimez le temps de réponse, ce qui risque d'arriver, c'est que votre examen va se terminer et que les élèves n'auront pas terminé, n'auront pas eu le temps de répondre à toutes les questions à réponse construite. Donc ça, c'est un sacré problème. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez accorder plus de temps à la prochaine période, sachant que les élèves peuvent se parler entre eux, entre les périodes, ils peuvent évidemment vérifier leurs réponses, ils peuvent consulter leur documentation. Donc, si c'est un examen à livre fermé, ce n'est pas une situation qui est idéale. Donc, vous allez plutôt privilégier le fait que les élèves vont avoir plus de temps que nécessaire pour répondre à chacune des questions. La 5e recommandation, c'est de construire une rubrique ou une réponse attendue. Donc, une rubrique, c'est une grille d'évaluation qui serait à ce moment-ci adaptée à chacune des questions à réponse construite que vous allez donner à vos élèves. Donc, l'idée, c'est de déterminer l'échelle de notation, d'identifier les composantes qui seront valorisées et celles qui seront pénalisées. Donc, vous allez accorder des points pourquoi et vous allez soustraire des points pourquoi exactement. Donc, c'est à ce moment-ci qu'il faut que vous ayez une forme de corrigé, si vous voulez, dans lequel vous allez avoir les réponses, idéalisées, les meilleures réponses possibles de la part des élèves. Donc, c'est aussi à ce moment-là que vous allez pondérer les composantes. Donc, vous allez avoir des composantes que vous allez valoriser, d'autres que vous allez pénaliser, mais il faut les pondérer aussi. Certaines vont peut-être valoir plus que d'autres. Donc, c'est à cette étape-là que vous allez devoir prendre des décisions pour déterminer quels seront les points accordés et comment vous allez accorder ces points-là. La 6e recommandation, c'est de prétester des questions. Donc, demander à un collègue de vérifier des questions, s'assurer qu'elles sont bien formulées, qu'elles sont claires, que les attentes sont claires aussi, que les élèves vont savoir quoi faire, que c'est bien adapté au niveau des élèves aussi. Donc, vous pouvez leur demander aussi aux collègues d'estimer le temps pour répondre. Donc, c'est toujours un peu hasardeux d'estimer le temps. C'est vraiment lorsque vous allez l'administrer pour la première fois votre question que vous allez savoir combien de temps effectivement ça prend pour y répondre. C'est quelque chose aussi que vous pouvez vérifier pendant que vous surveillez l'examen. Donc, cibler quelques élèves là, lorsqu'ils vont arriver aux questions à réponse construite et puis aller voir sur leur copie combien de temps ils prennent pour répondre. Donc, ça va vous donner une meilleure idée, une idée plus précise par question, le temps que ça prend pour y répondre. On peut demander aux collègues aussi de s'assurer que les questions respectent bien l'alignement pédagogique, c'est ce que je parlais tantôt, c'est-à-dire que est-ce que les questions sont bien associées à des apprentissages qui ont été faits véritablement en classe, et ces apprentissages-là, est-ce qu'ils sont bien associés à des compétences ou à des objets d'apprentissage dans le programme d'études. Donc, c'est toutes des questions que vous pouvez poser à vos collègues. Puis évidemment, c'est donnant-donnant, donc vous pouvez demander à un de vos collègues de vous aider pour un de vos examens, puis vous pouvez lui rendre l'appareil lorsque c'est nécessaire. Donc, c'est une bonne façon de travailler en collaboration avec les collègues. On va maintenant passer aux corrections des questions à réponse construite. Donc, la recommandation numéro 7 nous dit que corriger une question à la fois de façon anonyme. Donc, une question à la fois, pourquoi? Pour éviter les biais. Donc, comme je disais tantôt, vous allez avoir besoin d'une échelle de notation, vous allez avoir besoin d'avoir une réponse attendue pour chacune de ces questions-là. Donc, c'est bien d'avoir dans sa mémoire à court terme les éléments essentiels, donc avec les pondérations puis les composantes que vous voulez valoriser ou pénaliser, que tout ça, ça soit bien clair dans votre tête. Donc, éviter les biais, ça veut dire aussi, on s'assure de ne pas être trop sévère envers un élève en particulier ou être pas assez sévère pour d'autres. Donc, c'est un aspect qui est important. C'est une bonne stratégie à appliquer aussi pour d'autres types de notation. Donc, on veut s'assurer que l'échelle de notation soit la plus uniforme possible. Donc, c'est-à-dire que notre jugement va être le moins affecté possible par le processus de notation. La recommandation 8, fournir une rétroaction aidante. Donc, évidemment, vous allez corriger, donc vous allez identifier les erreurs. Ça fait partie de votre travail de correcteur de faire ça. Mais vous pouvez aussi expliquer, donc sur la copie, donner des indications sur ce qui aurait dû être fait. Donc, sur la réponse attendue, la réponse idéalisée ou la réponse qui
apparaît dans votre corrigé. Donc, c'est important de donner un feedback, en fait, aux élèves, une rétroaction, pour s'assurer qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils ont manqué, finalement. Recommandation 9, donc corriger un échantillon avant de corriger toutes les copies. Ben, l'idée, c'est d'avoir une idée panoramique de la performance des élèves. Ça nous permet aussi de vérifier si notre grille de correction est efficace ou pas, vérifier si le niveau de sévérité est adéquat ou pas. Donc, on ne veut pas se rendre compte que peut-être que notre grille de correction n'est pas aussi bonne qu'on l'espérait. Nos composantes ont été plus ou moins bien identifiées dès le départ et qu'on a déjà une dizaine de copies, une douzaine de copies de corriger parce que vous allez être obligé à ce moment-là de tout recorriger. Donc, c'est un peu ennuyeux. Ce qui fait que vous êtes mieux de prendre quelques copies et puis de corriger ces copies-là, même au complet. Ça vous permet d'avoir une idée globale, en fait, de ce que les élèves ont fait. Et puis, si les performances qu'ils ont fournies, si c'était des performances attendues de votre part. Et finalement, la 10e recommandation, donc réorganiser l'ordre des copies de temps à autre. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire de façon systématique à chaque fois que vous finissez de répondre à une question, mais c'est une bonne stratégie à adopter de réorganiser l'ordre des copies. Pourquoi? Parce que ça évite les biais de l'ordre de la copie. Donc, qu'est-ce que c'est que ce biais-là? C'est que notre niveau de sévérité va être affecté par la copie précédente. Donc, si vous avez une copie qui est plutôt moyenne, elle va paraître très, très bonne si elle suit une mauvaise copie. Puis au contraire, elle va paraître moins bonne si elle suit une copie qui a été jugée excellente. Donc, de modifier l'ordre d'apparition de la copie dans la pile, c'est une bonne stratégie pour éviter ce genre de biais-là. Alors voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à la conception et la correction des questions à réponse construite.